Bonjour à tous, c'est OP Code et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, encore une fois une nouvelle série. Voilà, j'ai encore pas fini les autres. Je suis désolé, mais là c'est une série de malades. C'est une série juste incroyable, hein. Donc là on va commencer une série sur l'exploitation binaire, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est que l'exploitation binaire? C'est simplement le fait d'exploiter un binaire, tout simplement, voilà, via des vulnérabilités, dans des fonctions du binaire, d'accord? Ou des erreurs de conception dans le binaire, d'accord? Je pense notamment au format string, au buffer overflow, enfin n'importe quoi. Donc voilà, on va voir tout ce qui est notion de format string, buffer overflow, donc stack based, heap based. Également, je vais faire une série après cette série sur les buffer overflow. Je vais faire stack based, je vais vous faire une série sur. Donc là, on sera sur du userland, bien évidemment, et ensuite je vais vous faire une série sur le kernelland, donc les exploitations kernel. Ça va être super intéressant, vous allez voir. Donc voilà, et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode sur le pawn. Voilà, on appelle ça le pawn. Donc on va voir en fait aujourd'hui un premier cas, une première vulnérabilité qui est connue, qui est très connue de nos jours, c'est le buffer overflow. Donc il y a plusieurs types de buffer overflow. Donc il y a le heap based, donc qui va être le dépassement en fait dans la heap, d'accord, que je vous expliquerai plus tard. Et on va voir le dépassement dans la stack, donc dans la pile. Alors là, je vais simplement devoir vous rediriger vers une autre vidéo. Là aujourd'hui, on va voir en fait les buffer overflow stack based, donc les dépassements de pile. Donc vous devez aller voir ma vidéo sur la stack, afin de comprendre. Elle est très rapide à regarder, elle est très rapide et vous allez voir, j'ai donné un très bon exemple. Vous allez très vite comprendre, ça va être très sympa. Donc voilà, c'est le prérequis que je vous donne. Quelques notions en assembleur, voilà, par-ci par-là, mais pas forcément obligé, d'accord? C'est pas forcément obligé. Quelques notions en C, ce serait plutôt pas mal, parce que là, je vais vous proposer un truc assez complet. Donc là, je vais vous montrer tout simplement, je vais vous expliquer de la théorie, des notions théoriques, que vous aurez besoin pour essayer de comprendre comment ça marche par derrière, l'exploitation d'un buffer overflow stack based, ainsi que la pratique. Donc on va pratiquer aujourd'hui, on va développer notre propre challenge, notre propre programme vulnérable qu'on va essayer d'exploiter ensemble. D'accord? Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est ça le programme, hein, clairement, c'est ça le programme. Ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. Je sais que ça a l'air de faire peur. Je sais que là, vous êtes en train de vous dire, putain, une vidéo de 40 minutes encore, où on va parler de registres en assembleur, on va voir flou. D'accord? Mais non, pas du tout. Vraiment, ça va être super intéressant, vous allez voir. N'ayez pas peur. Sachez une chose, à la fin de cette vidéo, vous saurez exploiter un buffer overflow basique. Voilà. D'accord? Sans protection. Parce que oui, il existe des protections, mais on verra par la suite comment les bypass. Mais là, on reste dans le concret, dans un buffer overflow basique. D'accord? Alors, j'ai juste. En effet, le buffer overflow, en fait, donc le pawn, c'est un domaine qui est très contextuel. D'accord? C'est un domaine qui ne peut pas vraiment être pratiqué par des scripts qui disent, parce que c'est un domaine qui est très contextuel, dans le sens où, en fait, ça va dépendre du code en C. Comment le code en C est développé, comment, voilà, si c'est dans des structures ou pas. Mais ça, il va vous falloir d'autres notions. Donc on verra également, hein, des buffer overflow sur des structures, sur différents programmes qui font a priori peur, mais en réalité qui sont très simples à exploiter. Donc là, aujourd'hui, on commence par des aspects théoriques. Là, on va commencer par un aspect théorique qui est juste à la prochaine partie de la vidéo. Ce sera dans la même vidéo, il n'y a pas de problème, hein. C'est pour ça que je suis désolé, ça va durer un peu longtemps. Plus longtemps que les prochaines vidéos sur le buffer overflow, parce que je vais d'abord vous introduire en fait un peu comment marche, d'accord, un buffer overflow. Qu'est-ce qu'on exploite avec un buffer overflow, d'accord, en réalité. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, on va commencer par la notion théorique de RIP. RIP. RIP, c'est quoi? C'est tout simplement un registre, d'accord? C'est un registre en assembleur qui va stocker l'adresse, d'accord, de l'instruction actuelle, d'accord? Ça veut dire que là, par exemple, admettons dans mon programme, je fais un printf
Hello World. D'accord? Mon programme, il va être lancé. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Et quand je vais arriver sur mon printf Hello World, eh ben, mon adresse de RIP va pointer vers le printf de Hello World. Voilà. C'est simplement une instruction, enfin un registre qui va stocker l'adresse de l'instruction actuelle. Donc, je ne sais pas s'il y a des schémas, on va y regarder, hein, mais RIP, register, schéma. Je ne sais pas si on peut regarder un peu au niveau des schémas. Je ne sais pas s'il y aura des choses intéressantes. Bref, bon, c'est pas très grave. Donc voilà, en fait, bon, il n'y a pas trop de schémas, c'est pas très grave. Mais vous allez comprendre tout à l'heure, en fait. Ne vous en faites pas, on va débugger tout à l'heure avec GDB. On va débugger, quand on va débugger, vous allez voir qu'en fait, c'est du gâteau, c'est tout simple. D'accord? Je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que c'est en réalité. D'accord? Après, donc gardez bien en tête, RIP, c'est simplement un registre qui stocke l'adresse de l'instruction actuelle. Donc de ce que l'on exécute actuellement, au moment précis. D'accord? Donc gardez bien ça en tête. Ensuite, je vais vous parler de la méthode de call. En fait, en assembleur, alors là, je préfère vous le montrer d'un point de vue pratique avec GDB. Et GDB, donc c'est un débugger, d'accord? Ça vous permet de débugger un binaire, donc un exécutable, d'accord? Je vais prendre un exemple tout simple. Si là, je vais dans mes documents, je vais prendre n'importe quel binaire en C. Hop, CDC. Hop, et là, je décide de débugger mon petit A.out, par exemple. Ok? Ok, c'est un binaire, voilà, on s'en fiche, hein, vraiment on s'en fiche du contenu. Là, je décide de run ce binaire. Bon, voilà, il me donne 5, c'est normal, c'est parce que voilà. Si je fais un start, en fait, voilà, je start mon GDB. Voilà, ça fait peur. On est d'accord. Là, clairement, c'est du noachi. D'accord? C'est clairement du chinois, le truc. Donc, en fait, c'est très simple. Hein. Comme vous pouvez le voir, on est ici actuellement. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Et regardez bien. Déjà, je vais vous montrer RIP. Je vous rappelle, RIP, c'est le registre qui pointe vers l'adresse de l'instruction actuelle. Regardez bien. Ici, on est actuellement à cette instruction-là. Donc là, elle n'est pas encore exécutée, mais une fois qu'on va passer à l'autre instruction d'après, elle aura été exécutée. Donc le NBR64. On s'en fout. On ne sait pas à quoi il sert, on s'en bat les couilles. Clairement, vous vous en foutez. Maintenant, on sait que, voilà, il pointe à cette adresse-là. D'accord? C'est ça l'adresse, ok? Main plus 0. Si on regarde dans les registres, ça c'est l'état des registres actuellement. Regardez RIP. Il stocke où? Regardez, il pointe vers quoi? L'adresse du NBR64. Quand je vous dis qu'en fait, ça stocke l'adresse, ça pointe vers l'instruction actuelle. Si là, maintenant, je fais un NI pour Next Instruction, pour passer à l'instruction d'après, donc en l'occurrence, le main plus 4, d'accord? Je fais NI, voilà, il n'y a rien qui s'est passé à part, c'est passé donc à main plus 4. On est actuellement sur le push RBP, d'accord? Donc là, on a cette adresse. Si vous regardez RIP, en effet, il pointe bien vers main plus 4. Ok, comme vous pouvez le voir juste ici. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Vous avez compris qu'est-ce que c'est RIP. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est juste ça. Ok. Maintenant, je vais vous montrer le fameux call, en fait. Là, je sais que j'ai pas fait... je ne sais pas s'il va y avoir un call, en fait, ici. Ah, voilà, il va y avoir un call. Regardez bien. Je fais un call de la fonction ft-strlen. Donc, c'est-à-dire, je vais simplement appeler cette fonction ft-strlen. Ok? Donc, en fait, il faut savoir qu'une fonction, à la fin d'une fonction, il y a un ret. D'accord? Donc là, je vais vous montrer. Là, je vais désassembler la fonction ft-strlen. Donc, je fais simplement un disassemble du nom de la fonction. Et là, voilà, j'ai toutes ces instructions. Qu'est-ce qu'elle fait? On s'en fout. On ne cherche pas à comprendre. On s'en bat les couilles. On ne cherche pas à comprendre, là, pour le moment. On regarde juste à la fin, il y a un ret. En réalité, le ret, qu'est-ce qu'il va faire, en fait, hein? Le ret, il va
faire ce qu'on appelle, il va jump, c'est un jump en fait, vers la sauvegarde RIP. Et là, réfléchissez bien. La sauvegarde RIP, qu'est-ce que c'est? La sauvegarde RIP, c'est un registre, d'accord, SRIP, en 64 bits, parce que là on est sur un binaire 64 bits, qui va stocker une adresse, ok. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, je vais vous montrer. Là, on est au start. Vous vous rappelez, hein, actuellement, si je refais mon start, hein, voilà, il est déjà run. Si là, je regarde, hein, RIP actuellement pointe. Donc là, on est actuellement sur cette instruction. Hein, voilà, on n'a pas encore fait le call. Hein. En fait, là, on va faire une commande. En fait, on va check la frame. Donc, on va regarder, on va faire la commande info frame. On fait la commande info frame. On regarde en effet que la sauvegarde RIP est égale à cette adresse. On n'en a aucune idée de ce que c'est. On pourrait checker, mais on s'en bat les couilles. On n'en a rien à branler, d'accord? Voilà. Il pointe vers ça, et on s'en bat les couilles. On s'en fout. Là, vous n'avez même pas besoin de comprendre ce que je viens de faire. On s'en fout. Ok? Donc, il pointe sur ça. Sauvegarde RIP pointe sur cette adresse. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je call? On va faire un NI pour Next Instruction. Encore une fois, on va passer à l'instruction du call. Ok. Théoriquement, là, on est où? On est sur le call. Donc là, il nous dit quoi? Voilà, il va jump, en fait. La seule chose qu'il va faire, le call, enfin, l'une des seules choses qu'il va faire, c'est qu'il va simplement jump. Il va jump, ok? Il jump vers ftstrlen. Mais il ne fait pas que ça, en réalité. Là, on va refaire la fonction infoframe. Vous voyez que infoframe, elle stocke toujours, en fait, la même adresse, enfin, une autre adresse. On s'en fout. Une adresse en rapport. Regardez bien l'adresse de RIP actuellement. Donc l'adresse de l'instruction actuelle. Au moment du call, qu'est-ce qui vient se passer? On va faire un NI encore. On va passer à l'instruction juste après le call. Et regardez bien. Vous vous souvenez, donc ça c'était l'adresse de l'instruction actuelle au moment où on a call. Si on fait un info frame, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, donc là voilà, on a l'adresse du RIP. En fait, je pense qu'on va devoir rejump vers la fonction parce que du coup, là, le problème, c'est que la sauvegarde RIP a été écrasée par la nouvelle fonction. D'accord? Donc, je vais relancer mon binaire. Hop. Je refais mon start. Je fais NI pour Next Instruction. Je reviens au call. Et regardez bien. Je vais jump. Je vais aller sur le call. Et là, je vais faire la commande SI pour tout simplement rentrer dans la fonction au moment du call. Ok? On rentre dans la fonction SI. Et voilà. Et là, on est bien dans ftstrlen. Ok? Si maintenant je fais un info frame, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez bien. Vous vous rappelez tout à l'heure, on était au call. Ok? En fait, la sauvegarde RIP, elle va tout simplement stocker l'adresse au moment où on a fait un call. D'accord? Donc, c'est-à-dire, en fait, elle va pas stocker en réalité l'adresse au moment du call, elle va stocker l'adresse après qu'on ait call. Pour tout simplement pourquoi? Pour que le ret, en fait, vous voyez l'instruction ret, pour qu'elle retourne vers le flux du programme. Donc elle revienne au même endroit qu'avant. D'accord? Donc, en fait, le but d'une fonction, c'est qu'on va appeler la fonction. Cette fonction, une fois qu'elle aura été appelée, et ben en fait, elle va retourner sur la fonction main. On va retourner sur la fonction main et on va réexécuter le reste du programme de la fonction main. C'est juste ça qu'a fait une fonction. Et ben pour retourner à celle-ci, et ben il va créer un registre qui va s'appeler save RIP, donc la sauvegarde RIP, qui va stocker temporairement l'adresse de RIP au moment du call. Ok? Pour pouvoir retourner, donc retourner dessus, sur cette adresse, et donc continuer le flux du programme. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Parce que là, ça va être intéressant. Parce que c'est ça qu'on va exploiter en réalité. D'accord? Donc si vous n'avez pas compris ce que c'est en réalité la sauvegarde RIP, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, vous me contactez. Je peux passer toute une nuit à vous expliquer s'il faut. Mais il faut que vous compreniez. D'accord? Une fois que vous comprenez, c'est tout simple. C'est du gâteau. D'accord? Ok.
Donc j'espère que vous avez bien compris, c'est très dur en fait, c'est très dur d'expliquer. Mais je vous assure que la notion est super simple. En fait, c'est super simple en réalité. C'est compliqué à expliquer, mais c'est simple à comprendre. C'est ça qu'il faut savoir. D'accord? La sauvegarde RIP stocke l'adresse de la prochaine instruction après le call pour pouvoir donc return, jump à celle-ci, vers cette adresse, et donc pour pouvoir continuer le reste du programme de la fonction main, par exemple. Ok? Donc une fois qu'on appelle ft-strlen, on va exécuter ce qui est à l'intérieur de la fonction ft-strlen, et ensuite on va donc on va return, on va jump vers le flux du programme de main pour continuer la fonction main. Voilà. Donc voilà, c'est cet aspect-là. Ça peut faire peur encore, hein. Je vous rassure, ça peut faire peur. Vous allez comprendre qu'on va pratiquer le buffer overflow tout à l'heure. D'accord? Là, c'est peut-être un peu flou parce que vous ne le visualisez pas. Et encore, j'essaye de vous le faire visualiser en pratiquant sur GDB. Parce que GDB, c'est un superbe outil que vous allez utiliser énormément pour l'exploitation en Pawn. D'accord? Donc voilà. Donc là, ça, RIP, call save RIP, c'est bon, vous savez ce que c'est. Il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, on va voir RBP. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle la base pointeur. D'accord? La base pointeur, c'est notamment, en fait, c'est simplement un registre qui va stocker une mini-stack temporairement. Et c'est celle-ci qui va stocker vos variables dans vos fonctions. Il va stocker vos variables locales à la fonction. D'accord? Donc théoriquement, si tu fais RBP plus 8, il va accéder au deuxième paramètre de la fonction. D'accord? Si tu fais RBP plus 0, il va accéder au premier paramètre. Voilà. C'est vraiment un système de paramétrage. D'accord? Donc voilà, c'est les variables, un système de variables locales. D'accord? C'est tout ce que vous avez à comprendre sur RBP. Voilà. Maintenant, on va expliquer ce que c'est un buffer overflow. Qu'est-ce que c'est qu'un buffer overflow? C'est simplement donc un dépassement de tampon. Donc en fait, on va avoir un buffer. Ok? Je vous montre qu'est-ce que c'est qu'un buffer. D'accord? Je vous l'écris juste ici. Hein, d'accord? Donc là, voilà ce que c'est un buffer. C'est tout simplement un espace mémoire alloué. D'accord? Donc en C, donc ça donnerait ça du coup. Hein. Donc là, par exemple, je fais un char buffer de, par exemple, 256. Là, on pourra dans ce buffer mettre 256 octets. D'accord? Donc 256 caractères, parce qu'un char, ça vaut un octet. Ok? Voilà, c'est un tableau de char, là, dans l'occurrence. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut quelques notions en C, si vous voulez comprendre un petit peu. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être un pro du C non plus. Mais voilà, si vous comprenez ça, bah, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Maintenant, admettons que, voilà, char buffer de 56, admettons que dans ce tampon, au lieu de mettre 256, je mets 257. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue mémoire? Donc admettons que je suis dans la fonction main, et que mon buffer voilà, est déclaré dans la fonction main. Et que là, je vais utiliser une fonction vulnérable. Du coup, je vais pouvoir écrire dans ce tampon. D'accord? Dans ce buffer. Et là, admettons, je écris 257 caractères. Bah, qu'est-ce qui va se passer? D'un point de vue mémoire, en fait, on va dépasser sur RBP, en fait. D'accord? C'est-à-dire que mon caractère en trop, donc le 257e caractère, va être écrit, en fait, dans RBP. Voilà. C'est ça la subtilité d'un buffer overflow. D'accord? Et le but, surtout, d'un buffer overflow, donc c'est d'écraser, de rediriger le flux du programme en exploitant un tampon. Donc une fonction vulnérable à un buffer overflow. D'accord? Donc, du coup, là si je mets 257 caractères, mon 257e caractère va aller dans un octet de l'adresse de RBP. C'est ça qui est intéressant. Et notre but, nous, parce que je vous rappelle, dans une fonction, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir la sauvegarde RIP. Notre but, c'est d'abord donc d'écraser notre buffer de 256, de dépasser notre buffer.
Ensuite, de dépasser RBP, donc d'écraser RBP. Et c'est d'ailleurs en écrasant RBP que vous allez obtenir un segfault, un segmentation fault. D'accord? Donc, le but, c'est d'écraser par la suite RBP. Et donc, par la suite, écraser RIP pour rediriger le flux. Enfin, du moins, la sauvegarde RIP pour justement, au lieu de return à l'adresse au moment du call, on va return vers notre fonction arbitraire. Arbitraire. D'accord? Donc c'est ça le principe du buffer overflow. C'est très compliqué à expliquer, d'un point de vue théorique. J'espère que vous comprenez tout. Vraiment, si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de problème, vous me contactez. Je vous mets mon Discord en description, il n'y a aucun problème. Voilà. Vraiment, je veux que ce soit clair et que vous compreniez. D'accord? Donc, les risques. Les risques, c'est très simple. Les risques, vous allez permettre à un attaquant, clairement, d'accéder à des fonctions qu'il n'a pas le droit d'accéder. D'accord? Il va pouvoir également leak des adresses. Il va pouvoir en fait tout faire. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. D'accord? Bien évidemment, il existe diverses protections pour les binaires. D'accord? Donc, plein de protections. Mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Ce sera dans la prochaine vidéo. Ok? Donc voilà. Voilà les risques à peu près que vous encourez. Donc là, on va voir comment savoir si un programme est vulnérable en fait. D'accord? En fait, un programme qui est vulnérable, c'est simplement un programme qui utilise des fonctions qui ne vérifient pas la taille. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous propose en fait de développer un programme vulnérable. D'accord? Je vais vous montrer quelle fonction vulnérable on va utiliser. Comme ça, si vous la voyez dans un binaire, vous pouvez savoir éventuellement si ce binaire est vulnérable. Maintenant, je veux juste faire un man de cette fonction qui est gets. On va regarder gets. En fait, gets qui permet à un utilisateur qui prend un paramètre, un char pointeur, d'accord, un buffer, d'accord, qui va... Et en fait, on va pouvoir tout simplement demander à un utilisateur d'écrire une valeur, et cette valeur va être écrite dans un buffer. Ok? Jusqu'ici, pas de problème, je pense. Hein. Ouais, ok. Donc en fait, voilà, c'est ça le petit get, en fait. Hein. Donc le get, en fait, il prend voilà, un char pointeur, sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce get? C'est quoi le problème? Pourquoi elle est vulnérable? C'est simple. C'est parce que cette fonction ne demande pas la taille de la chaîne. D'accord? Donc en fait, si cette fonction demandait et contrôlait la taille, donc en gros s'il y avait une condition qui disait si en gros on met tant de caractères, en gros on met le get, sinon ça crache, d'accord? Et là vu qu'il n'y a pas ça, vu qu'il ne contrôle pas la taille du buffer, on peut écraser tranquillement notre buffer sans problème. Le but est de contrôler, du coup, la taille. Ok? Voilà. Donc c'est tout. Comment savoir si un programme est vulnérable? C'est ça. Donc là, on va développer notre programme vulnérable. C'est parti. Donc là, on ouvre un éditeur. Donc là, oui, j'ai déjà créé un fichier, excuse-moi. Hop. Open file, tout simplement, main.c. On commence de 0. Donc là, c'est pour ça il va falloir quelques connaissances en C. Pas des trucs de malade, hein, mais voilà, on va faire un tout petit binaire tranquille. Donc voilà, on inclut stdio.h. D'accord. Voilà, hein, c'est voilà. Hop. Hop. Return 0. Bon là, on crée notre fonction main. D'accord. Et dans notre fonction main, en fait, voilà, hein, c'est elle qui va être vulnérable, d'accord? On va simplement mettre une vulnérabilité volontairement. On va d'abord créer un char buffer qui va stocker tout simplement, en fait, ce qu'on va mettre, ce qu'on va écrire dans le gets, donc dans l'entrée standard, stdin. Donc là, on va lui mettre, par exemple, un buffer de 128, d'accord, par exemple. Ensuite, on va pouvoir mettre un petit printf du style votre prénom. Ton prénom. Ok. Voilà, c'est tout. Printf ton prénom. Et là, on va lui dire tout simplement, du coup, on va mettre notre fameux gets en dessous. On va faire appel à notre fonction gets. Et on va lui faire passer notre buffer en paramètre. Ok?
Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on va rien faire d'autre, on s'en fout. On fait rien d'autre. Enfin, quoique, on peut peut-être faire un petit truc du style ton prénom. Non, bienvenue. Bienvenue. Hop, et là, on va mettre le prénom. %s. Hop, petit %n. Et là, on passe le buffer. La valeur du buffer. Ok. Ok. Maintenant, je vous propose quoi? On va créer une fonction qui va ouvrir un shell. Ok. Donc là, on va faire un void get shell. Ok. Et on va faire un système de... Donc là, on va mettre un printf, par exemple, de... Tu es dans la fonction get shell, hein, pour indiquer qu'en effet, on est bien dans cette fonction. D'accord. Et ici, on va faire un /bin/sh. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc là, normalement... Attends, je reteste quand même, hop, ma petite fonction. Ou non, tu sais quoi, on va même pas faire un... Ou pop un shell, on va juste faire un cat de flag.txt. D'accord. Et ce flag.txt, on va le créer, juste là. Hein. On fait un CTRL-N, flag.txt. Et là... easy buffer overflow. Ok. C'est ça le flag. Ok. Le but, c'est d'afficher ce flag. Donc lui, il va juste faire un cat de flag.txt. Ok. C'est tout. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. On va GCC notre programme. D'accord. Hop, c'est les pawn. Hop. Voilà. Ok. Donc là, on va faire un GCC de main.c. Simplement, on va supprimer les protections. -no-pi. D'accord. Pour enlever la protection PI. Et c'est tout, puisque les autres, on s'en fiche. Parce que ça n'influe pas. Ça n'influe pas du tout dans notre exploit. Notre exploitation. Voilà, il te dit, et là d'ailleurs, ils nous le disent. Hein, ils nous le disent, en effet, fgets est plus conseillé que gets, parce que fgets contrôle la taille. D'accord. Donc voilà. Donc là, ils nous le disent. Hein, ils nous avertissent qu'en effet, il y a un risque. Hein. Donc, il y a juste un warning. Bon, maintenant, on va essayer. On va exécuter notre main. Hein, on est un utilisateur basique. Je mets mon prénom. Voilà, Brighton. Bienvenue, Brighton. Ok. Bon, pas de souci. Ça a l'air tout inoffensif. Hein, on est d'accord. Et maintenant, nous, on est un pirate informatique. Donc, on a un gros pirate, d'accord. Et nous, on aimerait simplement get le flag. Donc, obtenir ce fameux flag. D'accord. Donc là, on pourrait faire un obj dump, hein, -m pour la syntaxe Intel, de notre binaire. D'accord. Donc là, en tant que pirate, on obtient un binaire comme ça. On souhaite faire, en fait, une petite... on va regarder, en fait, hein, on va regarder un peu le contenu en assembleur de notre fichier, donc on va le désassembler. D'accord. Comme ceci. Donc là, on obtient des tas de fonctions inutiles, hein, d'ailleurs, enfin, très utiles au fonctionnement du binaire, du programme, mais nous, qui ne va pas nous être utile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction main et la fonction getShell. D'accord. En fait, voilà. Et là, dans notre cas, vous n'avez pas besoin de comprendre. Alors là, ah oui. Alors là, il y a une petite subtilité. C'est que là, en fait, j'ai mal compilé. On va avoir un petit problème. C'est qu'en fait, je n'ai pas enlevé la stack canary. Donc, je vous apprendrai ça plus tard, bien évidemment, également. Donc, je vais la désactiver. Vector. Hop, voilà. Ok. Là, je vais vous montrer une manière d'obtenir les sécurités sur les programmes. C'est un petit bonus, d'accord, via checksec. D'accord, -file, vous mettez de votre binaire, main, et voilà. Vous avez les protections. Donc là, on n'a aucune protection à part NX, mais nous, ça n'influe pas à notre exploitation. Voilà, on peut exploiter facilement. Voilà, c'était un petit bonus comme ça. Ensuite, le but, donc, ça va être de donc trouver cette vulnérabilité en tant que personne qui veut exploiter la vulnérabilité. Donc nous, là, on a le script en C.
Donc on va s'aider, on va dire, voilà, nous on est un attaquant, on est en CTF, on a le script en C, on a le code en C. Donc là, on sait que voilà, il va utiliser get, donc on sait que la vulnérabilité c'est get. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Donc on sait que là, c'est ici la vulnérabilité, hein, d'accord? Vulnérable, d'accord? Voilà, c'est la fonction vulnérable, ok? Donc maintenant, je vous propose de commencer cette exploitation. Donc, pour ce faire, comment on va procéder? On va tout simplement faire donc notre exploitation. Donc du coup, dans un premier temps, comment on va procéder? Qu'est-ce qui est la première étape de cette exploitation? Le but, comme je vous l'ai dit plus tôt, donc juste avant, ça va être d'écraser le buffer. Ok, écraser le buffer. Donc ce buffer, on va pouvoir écrire dedans, je vous rappelle, d'accord, qui est de 128. Donc théoriquement, si j'écris à 129 caractères, je vais dépasser sur RBP. C'est ça qui est intéressant. Donc là, je vous propose de regarder, justement. Avec GDB, on va pouvoir débugger. C'est ça qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'en direct, on peut regarder en fait l'état des registres. Donc si je fais un GDB de main, hop, pas de problème. Là, je vais simplement faire un run. Donc, j'écris un prénom, d'accord? Je vais le faire 128 fois. Donc là, je vous propose une petite solution. Vous ouvrez un autre terminal. Je ne vais pas encore vous montrer les patterns, parce que je ne vais pas encore vous montrer les méthodologies pour tout simplement trouver un buffer. Je vais vous le montrer juste après. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser l'interpréteur Ruby. Donc, vous pouvez faire la même chose. Hein, voilà. Je vais générer 129A. D'accord? Donc là, on va dire qu'on a le code C. Hein, d'accord? Donc, je peux voir en effet que mon buffer, c'est 128 directement. Après, je vais vous montrer dans le cas où on n'a pas un code, on n'a pas le buffer, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour trouver le buffer en fait, sans avoir le code source C. Donc voilà, je vais faire ça. Donc là, je mets 129A. Ok. Ici, dans mon programme, je vais mettre 129A. Donc là, il me segfault pas, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, il va segfault à partir du moment où l'entièreté du registre RBP est écrasée. Voilà. Donc là, en l'occurrence, hein, en réalité, je n'ai écrasé que un octet de RBP. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais start mon programme. Je vais NI, donc next instruction, jusqu'à mon get. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on est sur le printf. Et là, regardez bien, on va faire appel au get. Je fais entrer. Et là, voilà. En effet, j'appelle mon get. Je fais ceci. Et regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? RBP, on a réussi à écrire un octet de RBP 41 égale à A en ASCII. On a bien réécrit un seul octet de RBP. Sachant que nous, notre but, du coup, initial, c'est d'écraser RBP, puis d'écraser la sauvegarde RIP. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va regarder. En fait, là, vous voyez bien qu'on a réécrasé un octet. En fait, en 64 bits, les adresses, elles sont donc de 8 octets. Donc le but, ça va être de rajouter, en plus du buffer, pour écraser l'entièreté de RBP, 8 octets, donc 8A. Donc l'opération à effectuer serait 128, donc le buffer initial dans notre script C, plus, là on va mettre par exemple DB, d'accord, au lieu des A, plus B fois 8. Donc on va mettre x 8. Donc on va rajouter 8 octets. D'accord? Pour vous montrer que ça change. Donc là, on va avoir la valeur ASCII de B. Donc là, je vous propose de retester. On relance notre petit binaire. Hop, j'hésite. Hop. Ah oui, non, c'est quitte, excusez-moi. Je relance mon petit programme. Vraiment, si vous n'avez pas compris, contactez-moi, je vous explique, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, on va tout simplement start. On va next instruction jusqu'à notre get. On arrive à notre get. On met nos 8 B juste ici. Et vous allez voir un truc. Hop! Regardez bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a bien
et réécrit l'entièreté de RBP. D'accord? Là, on a bien réussi à réécrire RBP. C'est ça qui est intéressant là. D'accord? Donc, tous nos B, ils sont bien dans RBP. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Donc, si maintenant, je fais exit, et que là, tout simplement, j'exécute mon main avec mon padding, regardez bien ce qui se passe. Et voilà, il bug en fait. Hein. Là, clairement, il m'a clairement bugué. D'accord? Mon binaire a été clairement bugué. Et il a segfault juste après. D'accord? Donc là, si je refais ça, je refais ça, il va me relancer à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, en fait, on l'a totalement bugué parce qu'on a dépassé RBP. Maintenant, on va pouvoir en fait redébugger et check. Donc notre but, une fois qu'on a dépassé RBP, ça va être tout simplement en fait de check RIP. Donc de écraser RIP avec la sauvegarde RIP avec notre nouvelle adresse vers laquelle on veut rediriger le flux. Donc nous en l'occurrence, on veut simplement jump vers l'adresse de getShell. Donc le but ça va être de remplacer l'adresse de la sauvegarde RIP par l'adresse de getShell. C'est tout. Ok. Si là je fais donc là je fais mon run. Voilà. Donc là on a bien nos 8B pardon. Je fais ça, voilà, il va me rebugger. Là il va me segfault. Donc là c'est normal, c'est parce que je n'ai mis aucun paramètre. D'accord. Maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker d'écraser la sauvegarde RIP. Donc pour ça, vous vous doutez bien que la sauvegarde RIP aussi fait 8 octets du coup. Vu que toutes les adresses en 64 bits font 8 octets. Donc pour dépasser l'entièreté de la sauvegarde RIP, il faudrait rajouter 8 octets à notre buffer. Donc à notre buffer plus le buffer de RBP. Donc en l'occurrence, 128 plus 8 plus 8 pour écraser RIP, la sauvegarde RIP. Donc on va tester. Je vous propose de faire un... En fait, là, ce qui va être intéressant, ça va être de regarder. En fait, il y a une commande. Donc moi, je suis sur Gef. Vous pouvez télécharger Gef sur un repo GitHub. En fait, c'est un plugin de GDB. Et vous allez pouvoir faire la commande pattern create. Par exemple, on va créer un pattern create de... du coup, on va créer un pattern create de 200, par exemple. Et là, je vais vous montrer comment trouver un buffer. C'est une première façon de trouver un buffer. Vous allez faire un pattern de 200. Donc un pattern, c'est quoi? C'est simplement en fait des valeurs randomisées, donc des octets randomisés qu'on générait aléatoirement. Voilà. Donc là, on a généré aléatoirement 200 octets. Ok? Si là, je fais un run, je mets ceci ici. Et bien là, regardez bien. Il segfault, donc voilà. Là, il y a bien eu un segmentation fault. Hein. Preuve qu'on a bien, du coup, dépassé RBP. Et regardez bien RBP. Le but, ça va être de prendre ce pattern qui a dépassé dans RBP. On va prendre ce pattern et on va faire la commande pattern search. Et on va mettre la valeur qui a dépassé sur RBP. Regardez bien. 128. 128 octets qui correspond à notre buffer alloué dans notre buffer en C. Ce qui veut dire que là, on a supprimé à notre buffer 8 octets, donc on a bien obtenu 128. Si maintenant je rajoute 8 octets, on influe bien, on dépasse bien sur RBP. Ok? Donc là, on est sûr du coup d'avoir notre buffer. Là, c'est sûr et certain. Du coup, notre buffer, ce serait 128 plus 8. Voilà. Maintenant, vu qu'on a mis 200, on a largement dépassé ce buffer. Donc logiquement, on a rajouté encore plus que 8 octets. Donc là, si on fait un info frame, pour get on va regarder la sauvegarde RIP. Regardez bien. La sauvegarde RIP a également été dépassée, écrasée par notre padding. Et c'est là que c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pour ça que ça segfault. Parce que du coup, il ne savait plus où aller en fait. Hein. Il ne savait plus du tout où aller. Parce que notre adresse n'existe pas. Cette adresse-là, elle n'existe pas, c'est juste du padding. Donc là, maintenant, je vous propose, vu qu'on sait qu'on a le padding, donc là,
on sait que du coup, pour dépasser sur RBP, on va faire un pattern create, du coup, de 128. Ok? On fait un pattern de 128. Ça, c'est notre buffer initial. Ensuite, on va faire un run. On met ceci. Et là, on va rajouter 8B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, actuellement, on a dépassé sur RBP. Maintenant, je vous propose qu'on mette un C en plus. Ok? On met un C en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on a bien nos B dans RBP. Comme on pouvait le voir, on a bien dépassé RBP. Si maintenant, je fais un info frame, regardez bien. On n'a pas entièrement dépassé sur la sauvegarde RIP. En fait, non seulement parce qu'en fait, du coup, on a dépassé sur RIP. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a bien 43. D'accord? Maintenant, je vais rajouter mes 8 octets. Et c'est là que vous allez voir que ça va être intéressant parce que du coup, on va dépasser sur la sauvegarde RIP. Donc là, si je fais 128, je génère mon pattern de 128. Encore. D'accord? Je fais un run. Je fais ça. B, 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 B. B, 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 B. Pour écraser RBP. Il y a bien 4B, 8B. Et là, je vais mettre A, 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 A. A, 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 A. Et là, je continue. Et là, regardez bien. Regardez bien ma sauvegarde RIP. On a bien écrasé la sauvegarde RIP. Mais vu que l'adresse AAAA n'existe pas, eh ben il sait pas où jump. Du coup, il sait que fault. Le ret, en fait, si vous voyez bien, on est bien au ret. Et regardez, il sait que fault à partir du ret. Donc ce qui veut dire qu'il ne sait pas où retourner. Et bien maintenant, si on réfléchit bien, on a simplement à lui passer l'adresse de getShell. Donc là, pour get l'adresse de getShell, il y a plusieurs façons. Vous faites un info function. Donc là, vu qu'on est dans le programme, on va quitter, on va recommencer. On fait un info function, ici. On aura toutes les fonctions du programme. Et là, on va prendre getShell. Et regardez l'adresse de getShell, c'est ceci. D'accord? Donc, cette adresse, voilà, on va devoir faire une toute petite opération. C'est qu'en fait, on va devoir la convertir en Little Indian. Parce que votre processeur, enfin votre mémoire, je dirais, en fait, elle va comprendre en fait à l'envers. D'accord? Les adresses, elle va les comprendre à l'envers. D'accord? C'est comme un effet de miroir, en fait. Hein. Quand tu vas aller devant le miroir, en fait, tout va être à l'envers. Tu vas te voir à l'envers. Et bah, c'est pareil. Sauf que toi, en réalité, tu seras à l'endroit. D'accord? Et bah, c'est exactement pareil pour la mémoire. C'est qu'en fait, tu vas lui faire passer une valeur en Little Indian, mais lui, ça va faire un effet miroir, il va la remettre normale en fait. Il va la remettre en Big Indian. Big Indian, c'est l'inverse de Little Indian. D'accord? Donc je vous montre un exemple. Cette adresse, du coup, on va devoir la faire passer en Little Indian. D'accord? Donc, en l'occurrence, là, on va commencer à écrire notre payload. D'accord? Donc là, on va pouvoir noter. Là, vous êtes un pentester, hein, vous allez noter. D'accord? On sait qu'on a un buffer, je vous rappelle, on a un buffer initial, on a trouvé notre buffer de 128. Ensuite, pour dépasser RBP, donc c'était plus 8. RBP est égal à 8 bytes, donc 8 octets. Et SRIP, donc sauvegarde RIP, égale à 8 octets également. Hop, 8 octets également. Ok? Maintenant, notre but, finalement, notre padding, notre payload, ça va être tout simplement de faire un buffer plus RBP plus SRIP. D'accord? Sauf qu'à la place de SRIP, donc on va y mettre tout simplement notre adresse getShell. D'accord? C'est ça en fait, notre payload. Voilà. Donc le but, ça va être tout simplement de mettre 128 octets, plus 8 autres octets, plus 8 autres octets qui vont être l'adresse de getShell, parce que les adresses sont de 8 octets. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment on met en Little Indian une adresse. Donc là, on va mettre getShell, qui est égal en fait à cette adresse, d'accord? On regarde, hein, getShell, il est bien égal à cette adresse, d'accord? Et là, on va mettre L
pour Little Indian, get shell égale. Et là, en fait, ça va être une syntaxe. En fait, ça va être en Little Indian. Donc là, on va faire 96. 0x 96. 11. 40. 00. 00. Alors attendez, puisque je vais me perdre dans les zéros. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a bien 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Et là, vous avez votre adresse, en fait, la même adresse, mais en Little Indian. D'accord? Ok? Donc voilà, c'est ça la subtilité, en fait. Hein. Ok? Ouais, c'est bien bon au niveau des octets. Maintenant, ok. Donc, du coup, ça, c'est la valeur en Big Indian, et ça, c'est la valeur en Little Indian. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, on va devoir préciser à notre stack, en envoyant notre payload en chaîne de caractères, notre adresse, on va devoir lui préciser un format qui va lui dire en gros que c'est de l'hexadécimal qu'on lui envoie. Parce qu'en fait, on va utiliser un interpréteur. En fait, un des moyens tout simplement de construire un payload de base, d'accord, pas très avancé en buffer overflow, ça va être d'utiliser un interpréteur. Moi, en l'occurrence, j'utilise Ruby. Donc voilà, je vais faire Ruby-E pour... En fait, Ruby-E, le flag-E va permettre d'écrire en command line en fait du Ruby. Donc là, je mets des cotes. Là, je vais mettre un put. Donc je vais mettre un put de A fois 128 pour dépasser juste mon buffer, pour réécrire sur mon buffer. Ensuite, je vais mettre un pipe de mon ./main. Bon, là, vous devrez avoir quelques bases en Linux. De toute façon, normalement, si vous suivez ça, c'est que vous avez quand même quelques bases minimum en Linux. Donc, vous devrez comprendre. Voilà. Là, si je fais ça, bah voilà. Clairement, j'ai mis 128A, il n'y a pas eu de problème. D'accord? Maintenant, je vais rajouter mes 8 octets de RBP. Donc, plus B fois 8. Là, ça va être pour écraser RBP. Si je fais ça, hop, bah, qu'est-ce qui se passe? Segfault. Voilà. Parce qu'on a dépassé RBP. Et maintenant, regardez bien, ce qui veut dire que juste après ça, là, une fois qu'on aura écrit nos 128A plus nos 8B à la suite, on va pouvoir concaténer avec notre adresse. Donc le format en Little Indian, bien évidemment, donc cette adresse-là, on va devoir la mettre en format. Donc le format, pour préciser, c'est des anti/x à chaque octet. Donc là, anti/x 96, anti/x 11, anti/x 40, anti/x 00, anti/x 00, anti/x 00, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et là, on a notre bonne adresse. Ok? On va la concaténer juste ici. Donc là, cette adresse va être écrite dans la sauvegarde RIP. Et donc le programme, après qu'il aura effectué toute sa fonction, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement, il va, en fait, le problème qui va se passer, c'est qu'il va du coup, en fait, il va return vers cette adresse-là. Parce que de base, il return vers la sauvegarde RIP, vers l'adresse qui est stockée dans la sauvegarde RIP. Mais vu qu'on aura modifié cette adresse qui est dans la sauvegarde RIP, et ben on va réussir à rediriger le flux. Voilà, tu es dans la fonction getShell. Ok? Donc là, je l'ai bien créé là, le flag.txt. Alors, donc voilà, donc tout le monde, du coup j'ai réglé le problème. Simplement, je ne vais pas vous expliquer ce problème. Donc la résolution de ce problème dans cette vidéo, parce qu'en fait, ça va compliquer la chose, parce que là, ça va se transformer en ROP par rapport à mon environnement, par rapport à mon système d'exploitation qui est Ubuntu. En fait, il y a une petite subtilité que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais afficher le flag pour vous montrer qu'on a bien réussi quand même à jump sur getShell. Hein. Je vais vous afficher le flag directement ici. Voilà. Hein, ici, easy buffer overflow. Donc là, ensemble, on va reconstituer notre payload pour récapituler. Donc là, on fait notre payload, hein, put A fois 128 plus B fois 8 pour écraser RBP, plus, et là notre petite adresse, qui est ici, c'est celle-là, hop, en Little Indian, hein, toujours, hop, on ferme la cote, on appelle main, et on a bien
Ah oui, bah, si je le recompile pas, forcément. Hop. Et voilà, on a get le flag. Donc on a bien jump, on a bien réussi à tout simplement jump sur la sauvegarde RIP, donc écraser la sauvegarde RIP avec notre nouvelle adresse, qui est une adresse arbitraire, pour get notre flag. Tout simplement. Donc voilà, je suis désolé du petit problème que j'ai eu par rapport à Ubuntu. Donc c'est vrai que je viens de changer d'OS sur Ubuntu, donc je n'étais pas habitué à ça. Mais voilà, c'était une subtilité que j'avais oubliée. Donc je vous expliquerai ça au moment où on verra les ROP en fait. Hein. Donc là, en tout cas, on va juste voir une petite dernière chose. Donc on a réussi à faire tout ça en gros. Voilà. Et donc on va voir une dernière chose, c'est comment s'en protéger à la fin, finalement. D'accord? De nos jours, en fait, je vais vous dire une chose, de nos jours, les binaires, par défaut, sont protégés avec plusieurs protections, telles qu'une stack canary, un ASLR, votre système est protégé par un ASLR, un RELRO, enfin plein de protections comme ça, d'accord? Un NX, plein de protections intéressantes comme ça qui vont pouvoir protéger votre binaire. Par contre, ces protections-là sont bypassables. Et c'est dans les prochaines vidéos qu'on va voir cela. Comment bypass les protections. Et c'est là que ça va être très intéressant. Vous allez voir que ça va se corser un petit peu. Là, je vous conseille, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, contactez-moi. D'accord? Par Discord, par ce que vous voulez, contactez-moi. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore une fois un putain de problème, n'hésitez pas. Vraiment, j'insiste, parce qu'en fait, je veux pas que des personnes se disent « Oh, c'est encore une vidéo sur un buffer overflow qu'on comprend rien, ou quoi que ce soit. » Regardez la vidéo jusqu'au bout. Je vous assure qu'à la fin, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je connais, d'accord? Je sais très bien comment j'étais à votre place à l'époque. Je sais très bien comment ça casse les couilles de se taper 40 minutes de vidéo sur un sujet où il y a un mec avec une petite voix et un gros son de piano plus forte que sa voix qui est en train d'exploiter un putain de buffer overflow. Alors maintenant, vous m'écoutez et vous regardez cette putain de vidéo et à la fin, vous serez au taquet. D'accord? Alors n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc je suis désolé un peu de la vulgarité, mais c'est vrai que voilà, je vois très bien ce que peuvent ressentir certaines personnes en voyant ce genre de challenge, en voyant ce genre de domaine, qui est l'un des domaines, je trouve, les plus intéressants. Mais clairement, il est super intéressant ce domaine. Donc voilà, c'est pourquoi je souhaiterais un peu plus initier les gens à ce domaine qui est très intéressant. Donc je suis pas un expert, hein, pas du tout, hein, je suis pas un pro, je suis moi-même en train de continuer d'apprendre encore une fois. Encore, hein, voilà, je suis loin d'être un pro dans ce domaine, mais j'apprends. Voilà. Donc voilà, si vous voulez également faire des challenges, il y a RootMe, il possède énormément de challenges de App System dans la catégorie App System, donc de Pwn. Vous avez de la HIP, vous avez du Stack BZ. Les premiers challenges sont très intéressants pour s'initier. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit si vous allez dormir juste après. Si vous n'êtes pas déjà endormi d'ailleurs, hein, j'espère. Hein. Et voilà, salut tout le monde.